Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance, un podcast que je souhaite vibrant et qui a pour vocation première de décomplexer l'art en invitant ses acteurs à échanger sur leur passion. Résonance est un condensé de fraîcheur sans prise de tête pour se faire du bien tout en découvrant des personnalités, leur actualité mais aussi leur processus créatif. Je suis Faustine François, journaliste et fondatrice de l'agence Pop Communication et je souhaite partager avec vous ces moments uniques d'interview avec les personnes extraordinaires qui m'entourent et qui façonnent mon regard sur le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anaïs Cartier, que j'ai rencontrée il y a quelques années à Biarritz. À l'époque, son atelier était à domicile et les quelques fois où je suis passée chez elle, je me disais que son métier était vraiment trop cool dans le sens où je la voyais manipuler des pierres précieuses, sculpter des bijoux à la main sur son établi à l'ancienne et en bois. Et à chaque fois, je trouvais le résultat très organique et assez unique. Ces propositions détonnaient de tout ce que j'avais pu proposer dans les séries mode de magazines quand j'étais styliste et que je devais placer les marques de bijoux de luxe. Alors j'aimerais vous dire ô combien le fait main me touche, mais je vais plutôt lui laisser la parole car elle sait mieux que personne expliquer son art. Bonjour Anaïs. Bonjour Faustine. Alors ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi pour parler de ton métier de joaillère parce que ce que tu proposes est vraiment à part et c'est tout ce que j'aime. Mais avant de parler de tes bijoux, de tes créations, de ton style, j'ai envie de commencer par une question un peu bateau que l'on doit pas mal te poser. Anaïs Cartier a-t-il un rapport avec la famille Cartier? C'est vraiment un classique que tout le monde me demande. Et non. Breaking news. Désolée, je ne fais pas partie de la famille, j'ai aucun rapport avec eux. Voilà, c'est vraiment un pur hasard. Pur hasard, mais beau hasard. Beau hasard, oui. Ça peut te ramener des clients ou pas du tout? Non, pas du tout. J'avais eu un problème à un moment parce que Google à Biarritz avait mis Cartier, la boutique, sur l'adresse de mon logement à un moment. Ah mince. Et du coup, j'avais dû leur écrire en disant que non, Cartier, c'était pas joaillerie. Enfin, Cartier, c'était pas moi, quoi. C'était pas la grande maison de joaillerie. Avant d'arriver là où tu en es, tu as suivi des études de design textile à Paris. Mm-hmm. Tu as travaillé pour Léonard chez qui tu dessinais à la main des motifs de foulard. Puis tu as lancé une première marque de bijoux fantasy. Tu es parti aux États-Unis pour te former. Et puis finalement, tu as trouvé une technique unique dont tu te sers aujourd'hui au quotidien pour créer tes bijoux. Donc c'est quand même tout un cheminement qui était très certainement nécessaire pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. C'est assez drôle quand même ce cheminement. Est-ce que t'as du recul par rapport à tout ça? Mais c'est drôle parce que quand tu le dis en quelques phrases, moi ça m'a pris des années en fait. Donc c'est vrai que c'est marrant de faire cette petite rétrospective. Quelle est ta question? Alors ma question c'est simple, c'est que est-ce que tu penses que tout ce cheminement était nécessaire pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Bien sûr, parce que alors grosso modo, j'ai fait des études de gémologie à un moment, donc c'est l'expertise des diamants et des pierres précieuses. Et ça m'intéressait vraiment. J'étais très contente de faire ces études, etc. Et quand je suis rentrée en Europe, en France, je me suis dit, je vais faire des bijoux plus haut de gamme, en or, etc. Et je ne voulais pas les réaliser moi-même. Je m'étais dans l'idée, je m'étais dit, il faut que je le fasse dans des ateliers. Et là, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps et quelques années parce que j'ai commencé à faire un peu partout, en Inde, en Thaïlande, en Suisse, en France. Et finalement, j'étais toujours un peu déçue du résultat parce que c'était pas exactement ce que je voulais. C'était toujours un peu trop lisse, trop parfait. Et j'ai perdu énormément d'argent en faisant ça. Mais je suis arrivée à un moment où j'avais en gros 0 sur mon compte en banque et je voulais quand même continuer à faire des bijoux. Mmh. Et de là, c'est là où j'ai rencontré en fait cette technique. Enfin, je suis tombée par hasard sur cette technique qui est ancestrale, c'est la cire perdue. La cire perdue, c'est la technique de la cire perdue. C'était utilisé en Égypte antique à la base, et c'est une super jolie technique parce que c'est le travail de la cire. Donc à l'époque, c'était de la cire de bougie et d'autres types de cire. Mais voilà, maintenant c'est plus des matières un peu plus plastifiées, beaucoup plus faciles à travailler, etc. Et du coup, en découvrant ça, je me suis rendu compte que je pouvais déployer mon travailler beaucoup plus subtilement les textures. Parce que le métal, c'est vraiment difficile de travailler les textures directement, c'est dur, quoi. Mmh. Alors qu'avec la cire, il y avait toute une gamme de possibilités que je pouvais
faire en fait. Donc quand j'ai découvert cette technique, j'ai commencé à vraiment m'y mettre à fond et j'ai commencé à créer des bijoux comme ça. Et donc je suis totalement autodidacte en joaillerie. Ah d'accord, ok. Mais j'ai quand même fait des formations à New York. Exactement, j'ai pris des cours privés avec des profs à certains moments, un peu des moments charnières, des moments charnières, où j'avais vraiment besoin d'aide, par exemple pour des soudures, ça peut être vraiment très compliqué, etc. Et donc là, pour des points très spécifiques, j'ai pris des cours. Et après, j'ai bidouillé mon truc, j'ai testé, j'ai raté beaucoup de choses pour en arriver à un résultat qui me convenait. D'accord, c'est tout un fait. C'est tout un cheminement. Oui, exactement. Ouais. C'est beau. Tu t'es jamais lassée. T'as cherché quand même ta technique. Hein. Et en fait, à la base, je m'étais dit, je pourrais faire un CAP, etc., bijouterie, joaillerie, etc. Mais c'est vraiment trop. C'était trop parfait en fait. C'était trop lisse, trop dans les règles de l'art. Et moi, je voulais vraiment un truc beaucoup plus instinctif. Justement, c'est ce que je voulais te poser comme question un peu plus loin, mais maintenant on va rebondir là-dessus. C'est en fait, si on peut définir tes bijoux, c'est vraiment pour moi c'est l'imperfection qui fait la perfection entre guillemets. Et donc du coup, ça a un rapport aussi avec ton histoire familiale. Est-ce que tu veux en parler là aujourd'hui ? Mais oui, mais tu me tends la perche. Je te tends une grosse perche. Oui, alors moi j'ai toujours un peu du mal avec tout ce qui est très lisse, très parfait, très contemporain, des belles lignes et tout. Moi je suis née, j'ai un petit frère en fait qui est trisomique, on a 1 an et demi d'écart. Donc moi j'ai toujours connu le hors norme, on va dire, les choses qui sont un peu moins dans les sentiers battus, quoi. Je sais pas, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ce côté très différent, un peu plus de guingois, et ben ça c'est dans mon ADN en fait, c'est dans ma façon d'être et de vivre et comment j'ai grandi, et ça me façonne beaucoup et ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Et c'est comme ça que tu façonnes aussi tes bijoux. Exactement, parce que pour moi la vie n'est pas, elle est parfaite dans un sens, mais c'est aussi un peu l'imperfection partout en fait. Donc, oui, la vie n'est pas lisse, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Exactement, pas du tout. Donc j'ai pas du tout envie que ce soit le reflet là dans mes bijoux. J'ai envie de montrer ce que moi je vois, et c'est plutôt organique, instinctif, vif, un peu différent. Anaïs Joaillerie, c'est d'abord une collection de bijoux permanents. Donc, tu viens de me décrire ton style. Maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire tes inspirations et vers quel type de bijoux vas-tu naturellement ? Alors moi, ce que je préfère, je pense, c'est les bagues. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, c'est peut-être les bracelets ou les boucles d'oreilles. J'ai pas vraiment un style de bijoux que je préfère. Je pense que ça va dépendre de chaque jour ou de chaque minute. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ce serait peut-être un collier parce que je me sentirais bien, mais une bague, c'est quand même chouette. Une bague, tu bouges souvent tes mains, je sais pas, il y a un truc qui ça t'habite, enfin je sais pas, il y a quelque chose. La bague, c'est quand même chouette. Ouais. C'est un beau bijou. Et puis c'est là depuis vraiment la nuit des temps. Et ensuite, l'autre question. Sur tes inspirations Mes inspirations, alors c'est un peu bateau parce que tout le monde le dit, mais c'est vrai que la nature m'inspire quand même beaucoup. Et par exemple, j'avais fait toute une gamme de bagues qui s'est vendue d'ailleurs très rapidement. Je m'étais promenée à Guétari et j'avais vu les falaises. Et je trouvais ça assez intéressant, les lignes des falaises. Donc j'avais commencé à faire des croquis et je m'étais aperçue que dans certaines falaises, au bord de l'eau vraiment, ça a un nom spécifique mais je ne suis pas géologue, il y avait des petits cailloux dans les interstices. Et en fait, c'était trop mignon et ça m'a donné l'idée en fait de faire cette texture un peu de falaise comme ça, et en y incorporant des petits diamants, comme si c'était des cailloux. Et donc ça, c'était des bagues que j'avais fait et qui ont bien marché, et c'est vrai que c'était vraiment très soudain comme idée, ça m'avait bien inspirée. Et pour les prochaines inspirations, là, actuellement, je suis en train de travailler plus sur les pierres précieuses, donc c'est plus des dégradés de pierres précieuses, inspirés des couchers de soleil. Un classique, mais ça marche toujours. Ça fait toujours plaisir à tout le monde trouve ça magnifique, et c'est vrai que Mère Nature fait quand même du bon boulot.
Et du coup, je me dis autant prendre s'en inspirer, ouais, parce qu'elle a vraiment les meilleurs dégradés. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et là, je suis en train de faire à nouveau des bagues qui sont dans le style un peu des falaises, mais avec des dégradés de pierres précieuses. Celle-là, c'est pas mal de saphir avec quelques diamants. C'est très joli. C'est pour bientôt. Et j'en ai une aussi, par exemple, où il y a une petite émeraude dessus. Et elle, ce sera le rayon vert. Et il y a une petite vague de diamants en dessous. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que le rayon vert pour les personnes qui ne connaissent pas, Anaïs? Le rayon vert, mais moi, je ne le connaissais pas. Personne n'a vu. Personne. Tu l'as déjà vu ou pas? Jamais. Je l'ai jamais vu. Bah non, moi non plus. Pour moi, c'est une légende urbaine, ce truc. Mais en gros, soi-disant, quand le soleil vraiment disparaît, normalement, parfois, tu peux voir une ligne verte à l'horizon. Ouais. C'est ça? Bah, écoute, c'est ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que quand le soleil, vraiment, il faut pas qu'il y ait de nuages. Et il faut que, donc, oui. Voilà, quand il disparaît complètement, là, il y a une ligne verte sur l'océan. Mais c'est un truc comme 1 seconde, 3 secondes, je sais pas. Bon, moi, je l'ai jamais vu non plus, mais je trouve que invisible le truc est poétique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est poétique, c'est joli. Et du coup, de le transformer en bijou, et ben voilà, quelque part, c'est la promesse d'un rayon vert. Exactement. Il y a un truc tellement joli. Au niveau du processus créatif, quelles sont les étapes de fabrication? Est-ce que tu pars d'un dessin et d'un croquis? Alors, ça dépend en fait des pièces de ma collection ou du sur-mesure. C'est très différent. Les collections, ça va être un peu plus freestyle. Et le sur-mesure, c'est un tout petit peu plus structuré. Il y a des pièces qui sont un peu plus complexes. Du coup, on va faire des croquis. Enfin, je vais faire des croquis pour en discuter avec les clients. Mais en général, ce qui est le mieux, c'est quand même je fais une maquette en cire. Comme ça, je peux aussi la montrer au client. Il peut avoir une bonne idée de l'harmonie des proportions, voir si ça lui convient, etc. C'est un peu plus complexe le sur-mesure parce que il y a certaines envies et des demandes d'un client, donc je peux pas faire exactement tout ce que j'ai envie de faire, mais j'ai aussi tendance à pas mal les emmener là où je pense que ça pourrait être sympa. On va parler du sur-mesure justement parce qu'une partie de ta clientèle te demande de recycler des bijoux de famille, par exemple. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu fonds les bijoux qu'on te ramène, tu récupères les pierres, l'or et tu recomposes le bijou exact qu'il était avant? Ou est-ce que tu crées un bijou complètement différent? Ça se passe comment? Mais en général, les clients qui viennent avec des anciens bijoux, c'est le bijou de la grand-mère qui traîne dans un tiroir depuis 30 ans, qui a un super beau diamant mais que personne n'utilise. Et donc en fait non, je vais dessertir les pierres, je vais récupérer l'or parce que l'or c'est un matériel qui est quand même un matériau qui est très cher et autant le faire fondre pour le récupérer pour un nouveau bijou. Je travaille pas avec toutes les pierres précieuses parce qu'il faut aussi faire attention à comment elles ont vécu, parce qu'il y a des pierres qui sont vraiment vraiment abîmées parce qu'elles ont été tellement portées, il faudrait les retailler. Donc ça, c'est aussi possible, c'est un peu plus compliqué, je le fais pas en général, mais à voir, ça dépend des pierres. Mais en général, on sélectionne les pierres qui sont viables, qui sont belles et qui sont pas abîmées pour en faire un autre bijou, totalement différent en général et qui est beaucoup plus au goût des clients. Ouais, parce que c'est des styles qui sont plus au goût du jour parfois. Et en fait, c'est vraiment génial de récupérer les anciens bijoux, en fait. Mais on garde une partie de la famille, entre guillemets, enfin de la personne qui l'a porté, oui. Mais tu les remets au goût d'aujourd'hui, entre guillemets, même si t'aimes pas le contemporain. Là, tout dernièrement, là, il y a 2 semaines, j'ai livré une bague à un client. Il est venu avec une bague de sa grand-mère, du coup, qu'il avait héritée. Vraiment pleine de fioritures et tout. Enfin, c'était vraiment très époque, victorienne. Ouais, c'était pas du tout au goût du jour. Très haute, importable, vraiment très, très soirée, quoi. Et du coup, on a récupéré le diamant central qui était très joli, quelques diamants sur le côté, et on en a refait une bague un peu type chevalière, juste avec 3 diamants. Très simple parce que sa future femme est médecin et elle a besoin d'un bijou facile à porter qu'elle puisse porter tous les jours, voilà. Et du coup, on en a fait quelque chose de totalement différent. Pour le coup, ça n'a rien à voir. Oui, c'est-à-dire que maintenant, elle porte une bague du quotidien, alors qu'avant, c'était une bague de soirée, quoi. Exactement. Donc ça, c'est une première partie de ta clientèle. Et puis, il y a aussi les personnes qui veulent du Anaïs Cartier, mais sur mesure. Oui. Et je crois que c'est
moi, c'est ce qui me touche le plus, parce que l'autre jour, tu me racontais qu'un homme est venu plusieurs fois te voir à tes ateliers pour créer un bijou unique pour sa femme. Ouais. Alors, comment ça se passe? Tu l'écoutes, tu lui poses des questions, tu le conseilles, et est-ce que tu recommandes des pierres en fonction de la personnalité que tu as en face? Alors très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'hommes en clientèle pour le sur-mesure. Et c'est vraiment très, très sympa de travailler avec eux parce que ils sont amoureux de leur compagne, ils veulent leur faire un beau cadeau. C'est toujours un bon moment. Franchement, c'est toujours très sympa. Et moi, le boulot que je dois faire, c'est assez étrange parce qu'en fait, je dois un peu me connecter à qui est cette femme, quel est son lifestyle, qu'est-ce qu'elle aimerait porter, qu'est-ce qui serait parfaitement juste pour elle. Parce qu'un bijou, c'est tellement personnel, il faut quand même se transposer sur une personne que je n'ai souvent jamais vue. J'ai parfois une photo et encore, c'est voilà, vite fait. C'est mignon, du coup, ils doivent parler de la personnalité de leur femme. Voilà, donc il y a tout un aspect assez psychologique où je demande qui elle est, quel est son caractère, quel est son lifestyle. Et moi, dans ma tête, se dessine quelque chose et en général, le bijou vient très, très rapidement. Et après, il y a des clients, par exemple, qui ont des idées très fixes sur ce qu'ils veulent. Et moi, je le sens pas. Et donc, j'ai tendance à les amener ailleurs. Et s'ils sont d'accord et qu'ils me font confiance, on va vers cet ailleurs. Et franchement, c'est 100% de réussite et de succès. Et leurs femmes sont toujours hyper contentes. Et comment tu l'expliques ça? Comment tu fais? Mais je sais pas, c'est vraiment un ressenti. Je te dis, c'est quelques questions qui vont me permettre en fait de comprendre qui est cette personne. Je vais avoir besoin déjà de savoir est-ce qu'elle est j'ai besoin de savoir comment cette personne vit tous les jours, quel est son lifestyle, est-ce qu'elle est très sportive, est-ce que c'est le genre à enlever ses bijoux tous les jours ou elle est portée tout le temps, est-ce que comment est-ce qu'elle va se baigner avec ses bagues, exactement. Ouais. Et au-delà de ça, il y a un autre truc un peu magique que je peux pas t'expliquer, mais c'est vrai que j'ai tendance à réussir bien à me connecter à la personne que je ne connais pas. Et j'ai un bijou très rapidement, en général, qui me vient en tête. Ah, c'est fou, ça. C'est presque de la médiumnité. Médiumnité. C'est ça. Et donc, vraiment, je te dis que... à moins qu'un client vienne me dire que c'est pas du tout le cas, mais j'ai toujours eu vraiment un excellent retour sur les bijoux surprise en fait, sur mesure. C'est quand même un peu casse-gueule de faire un bijou comme ça, de choisir une pierre. Oui, c'est pas évident. C'est chaud quand même, c'est pas évident. La seule fois où il y a eu vraiment un loupé, c'est quand le client n'a pas du tout voulu m'écouter. Il a voulu partir sur un bijou, c'était un bracelet. Je lui ai dit, je le sens pas du tout. Il m'a dit, si, il a vraiment insisté. Sa femme a détesté. Ah mince. Et pourquoi elle a détesté? C'était pas du tout elle. C'était pas du tout son style. C'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et c'était vraiment un fiasco total. Oui, donc toi, t'as pas aimé du résultat? J'étais pas convaincue. J'ai fait au mieux. Mais je lui ai vraiment dit, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Moi, j'aurais tendance à aller vers autre chose. Mais il était vraiment il avait vraiment une idée en tête. Il voulait vraiment ça. Est-ce qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui? Ils sont encore ensemble. Mais non, mais après, il m'a dit, mais merde, mais en fait, mais évidemment, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Elle a toujours rêvé d'une bague avec tes petits diamants. Et bon, bref, on était partis sur un autre bijou et c'était vraiment... Et après, moi, je l'ai rencontrée, elle. Et non, je me suis dit, ce bijou n'allait pas du tout pour elle. Et je le savais, je le savais. Depuis le départ. Ouais. Bon, ben voilà. Donc, si un jour quelqu'un vient à tes ateliers faire du sur-mesure, mieux vaut écouter tes conseils. Il faut me faire confiance quand même. D'ailleurs, tiens, minimum. moi, Anaïs. Oui, si je veux un bisou... Un bisou... Bisous, non, je veux des bisous, s'il vous plaît. Donc, si je veux un bijou sur mesure, toi qui me connais maintenant un peu, quel type de pierre me proposerais-tu? Est-ce que tu partirais sur des boucles d'oreilles, sur un collier, sur une bague? Mais je t'aurais bien vu avec une bague de petits doigts. D'ailleurs, j'adore. Parce qu'on en a parlé avant brièvement, mais moi je vois une pierre pour toi. Je sais pas si tu aimes la couleur. On va en discuter. C'est une pierre qui demande pas mal de soins. C'est une pierre assez exigeante qu'il faut savoir entretenir. Ce n'est pas n'importe qui. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que tu me vois comme quelqu'un de délicat. Très délicat.
Et c'est une pierre qui n'est pas... elle n'est pas parfaite dans le terme impeccable, il n'y a aucune inclusion à l'intérieur, etc. Elle a ce qu'on appelle des jardins, c'est des genres d'inclusion à l'intérieur, et c'est l'émeraude. Ouh, Donc la couleur verte. Donc la couleur verte. Ouais, c'est Bien des vu. pierres vertes. Je sais pas si tu aimes, mais en fait, moi, je te verrais bien avec ça. Mais moi, j'adore le vert parce que c'est la couleur de mes yeux. Exact. Tout simplement pour s'assortir. Non, mais ouais, déjà, je trouve que ça sortit bien. Et après, oui, si, j'aime la profondeur du vert. Ouais, en fait, c'est vraiment pas le vert classique. C'est vraiment un vert hyper magnétique. Il y a que l'émeraude qui a ce vert-là. Ah oui, c'est un vert un peu profond. Non, magnétique, vraiment. Magnétique. C'est un vert un peu... parfois même un peu fluo. C'est vraiment en fonction des lumières. J'ai pas d'émeraude là sur moi, mais c'est vraiment... T'as pas ce vert dans les autres pierres. Vraiment. Et plutôt en bague. En bague, je t'aurais bien vu en bague, ouais. D'accord. Écoute, moi, je Ouais. trouve que c'est une très bonne idée. Il faut qu'on en reparle. Écoute, j'ai d'ailleurs un bijou une bague de mariée à te faire fondre. J'aimerais bien la voir. Tu crées aussi des bijoux pour bébé. C'est trop mignon, ça. J'adore. Mais oui. D'ailleurs, tu le portes aujourd'hui. Exactement. Donc, en fait, c'est des tout petits médaillons en or ou en argent. En or, c'est mon petit favori, mais voilà. Et avec le prénom gravé dessus. Normalement, c'est pour les bébés. C'est sur un petit cordon en coton ciré. Mais j'avoue que je le fais souvent finalement pour les mamans et elles se disent que peut-être elles vont le donner aux petits à un moment. Et moi, le mien, je l'ai mis sur une chaîne en or et j'espère qu'il ne me le demandera pas parce que je l'aime bien. Mais c'est vrai que c'était son petit cadeau de bienvenue. Donc normalement, je devrais lui rendre à un moment. Bon, mais c'est quand même beaucoup plus mignon que... Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus charmant en idée cadeau. Parce qu'en fait, t'as toujours un peu le côté baptême, enfin, voilà, si tu veux, et puis même médaillon. Enfin, tu sais, t'as toujours ce bracelet, comment ça s'appelle déjà la gourmette. Oui. Et franchement, ce qui se fait dans le commerce, c'est vraiment pas folichon. Non. Alors que là, c'est sur mesure, c'est une pièce qui est unique et c'est un petit bijou qui est très très mignon. Vraiment, ça marche toujours. J'en ai vraiment fait pas mal et c'est trop mignon. Et quand le prénom est trop long, tu fais les initiales? J'ai jamais eu le Marie-Antoinette, par exemple. Ouais, t'as pas eu le J'ai toujours eu Jean-Christophe. des Léa, des Léon, des Théo, des petits prénoms. D'accord, bon, c'est mieux. Donc ça va. Mais c'est vrai que si un jour j'ai Jean-Christophe, il faudra Tu que sais quoi? Jésus-Christ. peut-être qu'il faudrait que je fasse les initiales, je sais pas. Ça m'est jamais encore arrivé. Voilà, tu vois, je te pose des questions. Ouais, là où oui, tu mais t'en as- piège. T'as aussi des perles de Tahiti. Oui, beaucoup. Mais là, ça va aussi toujours avec la démarche de mon sourcing de pierres où je fais très attention à ce que j'achète. Alors, je peux pas tout contrôler parce que c'est très très compliqué et les pierres précieuses, c'est un milieu qui est quand même très opaque. Malgré qu'il y ait des choses qui changent, c'est compliqué. Et les perles de Tahiti, c'est vraiment chouette parce que j'ai des fournisseurs, je sais exactement la ferme perlière, je connais les gens, et voilà. Donc j'achète chez eux. Et là, tout dernièrement, donc les perles de Tahiti, c'est des gris clair, gris foncé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les keshi qui sont aussi une forme un peu plus imparfaite. À nouveau, c'est pas la perle ronde parfaite. Keshi, c'est très mignon. Et les kéchis, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% de nacre. Alors que les perles, t'as un petit nucléus dedans. C'est un autre sujet encore, mais les perles, en fait, tu sais, c'est quand même l'humain qui met en gros un petit nucléus. Ça s'appelle, c'est comme une petite perle, comme ça. Enfin, une petite perle en plastique, je sais pas trop ce que c'est la matière. Ils le mettent dans l'huître. Et plus tard, quelques années après, elle va recouvrir de nacre. Mais c'est 2-3 mm, tu vois. D'accord. Alors que le keshi, c'est 100% de nacre. C'est des genres de sécrétion. Et c'est super joli. Ça s'écrit comment, keshi? Keshi. D'accord. Bibi. C'est bien pour le Scrabble. Des chiffres et des lettres. Ah oui, keshi, pour le Scrabble, excellent. Bah oui. Alors là, tu gagnes tout. Parce que si tu sais pas, ouais, c'est parfait. Voilà. Donc, keshi, donc tu utilises plutôt cette pierre. Cette perle, ouais. Cette perle, ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, tout dernièrement, je viens d'acheter des perles qui sont dorées d'Indonésie. Et donc, je pense les utiliser là très, très prochainement pour des futurs bijoux que j'ai en tête.
Et ça, c'est vraiment des très belles couleurs parce qu'on dirait de l'or, quoi. C'est pas teinté, c'est vraiment pur, magnifique. Ouais, c'est trop beau. J'ai hâte de voir ça parce que quand on va sur ton site internet, c'est vraiment... Là, pour le coup, tu vois, j'espère que suite à cette interview, les gens vont commencer à s'imaginer ce que tu crées, parce que c'est vrai, un podcast, oui, c'est vrai, c'est compliqué, donc il faut vraiment essayer de... Voilà, on a parlé d'imperfection, on a parlé c'est un peu cabossé, tes pierres. Totalement. Et hyper texturé. Oui, je me demande ce que les gens imaginent, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça peut partir vraiment. Et donc, du coup, ce que je propose, c'est quand même d'aller sur ton site internet. Oui. Donc, c'est Anaïs. Alors, c'est anaïsc.com. Ouais. Et sinon, Instagram, parce que c'est quand même celui qui est le plus à jour, on va dire, avec les dernières pièces sur mesure. C'est anaïsc.jewelry. Donc, bijoux en anglais. Peut-être que tu vas le noter sur le... Je vais le noter, ça sera noté sous le podcast. Voilà. Donc, t'inquiète pas, les gens vont pouvoir te retrouver assez facilement. Avant juste de conclure, j'aimerais quand même qu'on parle de ton métier tu prônes le durable. Tu es dans cette tendance, malgré toi, bien avant cette tendance d'ailleurs. C'était pas une tendance à la base. Totalement. En fait, ce qui est très intéressant... Bon, alors de nos jours, faire à nouveau des objets qui vont s'entasser et voilà, il y a trop. Il y a juste trop. Bon, voilà. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, en plus avec le bijou, c'est de savoir qu'en fait, le métal, donc l'or, c'est tellement précieux, les pierres précieuses, etc., ça ne va jamais être jeté à la poubelle. Ça va toujours être recyclé et c'est un des seuls objets... j'ai réfléchi à ça il y a pas très longtemps, mais je me suis rendu compte que c'est un des seuls objets qui est à 100% recyclable. Parce que l'or pourra toujours être fondu. Il y a un peu de perte, mais très peu. Ça sera toujours refondu. Les pierres précieuses, tu peux toujours les retailler, tu peux toujours les utiliser. Donc, c'est super intéressant en fait de se rendre compte que c'est vraiment exactement. Et c'est ce que je vois aussi avec les clients qui viennent avec leurs anciens bijoux, qui sont trop contents de enfin pouvoir faire quelque chose avec ces vieux bijoux qui traînent en fait et qui sont remis de famille en famille et en fait ils savent pas quoi en faire. Donc c'est vraiment, moi c'est une démarche qui est vraiment intéressante pour moi et importante. Et puis tout à l'heure tu me disais aussi que par rapport à l'achat de pierres, parce que toi tu vas acheter des pierres. Alors oui, et donc du coup, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à tes achats de pierres. Donc tu as un stock qui est là et donc du coup qui te permet effectivement de créer sur mesure des bijoux. Mais aussi, si demain tu dois acheter des bijoux, tu fais attention à leur provenance. Des pierres précieuses. Des pierres précieuses, oui, pardon. Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment aussi important pour moi. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est un peu opaque, c'est pas toujours évident. Mais j'ai beaucoup voyagé et maintenant, j'ai vraiment un circuit et un carnet d'adresses plutôt de fournisseurs avec qui je travaille étroitement. Et par exemple, pour les émeraudes, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est aussi parce que j'ai visité une mine au Brésil en 2015, je crois, et je suis allée sur place, j'ai visité la mine et c'est une mine éco-responsable, donc c'était super intéressant parce qu'en fait, quand ils creusent, ils rebouchent les trous et ça c'est pas rien quand même parce que le nombre de mines qui ne rebouchent pas les trous c'est énorme et après ils replantent des arbres. Donc c'était quand même très intéressant et ensuite ils embauchaient vraiment des familles entières. Il y avait toutes les femmes qui géraient tout ce qui était un peu logistique, taille des pierres aussi, elles étaient toutes là. C'était beaucoup féminin comme travail. Il y avait quelques hommes là-dedans, il y avait des hommes qui étaient donc dans la mine. Et en fait, c'était une grosse mine, mais c'était vraiment dans un tel respect de l'humain et de l'environnement. Moi, ça m'a vraiment plu. J'ai mangé à la cantine avec eux, donc j'ai vu aussi ce qu'ils mangeaient, j'ai vu comment ils étaient traités, etc. C'était vraiment un super voyage et une super expérience. Et c'était dans le Minas Gerais, je le dis sûrement super mal, au Brésil. Et depuis, je travaille étroitement avec eux.
Par exemple, ça c'est un exemple, les émeraudes. Après, il y a des spinels. Moi, j'en ai beaucoup acheté quand j'étais en Thaïlande. Elles viennent souvent de Birmanie. Alors, Birmanie, c'est un peu des hauts et des bas. Mais j'ai des fournisseurs que j'aime beaucoup, avec qui je travaille. Et je sais que leurs sourcings sont fair, ils sont justes et ils sont respectueux. Tout n'est pas parfait, c'est très compliqué, mais c'est déjà ça. C'est déjà, voilà, je fais quand même très attention à ce que j'achète. Ouais. Et depuis toujours. C'est ça qui. Et depuis toujours, parce que depuis j'ai un stock de pierres important, mais c'est aussi parce que j'ai commencé à chaque voyage à acheter dans tous les pays où je suis allée, et au fur et à mesure, en fait, le stock grandit et du coup enfin voilà, c'est très intéressant. Ben merci beaucoup, Anaïs, merci d'avoir Faustine. passé du temps avec moi. C'est super, je suis vraiment ravie et je vous conseille à tous d'aller voir son site internet que je vais mettre dans la description. Le podcast Résonance est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes en ligne telles que Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Et pour clôturer ce nouvel épisode, je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement Elie Rosinski, ingénieur du son, musicien de talent qui réalise toute l'identité sonore de Résonance, et un grand merci également à ma chère Claire Barraud, directrice artistique, à l'initiative de toute l'identité graphique. Merci Claire, franchement tout le monde a aimé le poster de la soirée. De talent également à suivre sur les réseaux sociaux. Il est fort possible que je consacre un épisode sur l'un d'entre eux très bientôt. Bisous et merci pour vos partages. Ciao!